Cette vidéo est sponsorisée par Incogni. Salut les terriens, bienvenue sur le Journal de l'Espace, l'émission où on fait le tour de l'actualité spatiale de la semaine. Mais avant qu'on ne commence ce voyage ensemble, j'aimerais vous présenter le sponsor de cette vidéo, Incogni. Bon, Incogni, vous devez déjà en avoir entendu parler si vous suivez la chaîne, c'est un outil créé par Surfshark qui aide les utilisateurs à supprimer leurs données auprès des courtiers en information. Alors, à quoi ça peut vous servir? Eh bien d'abord, il faut comprendre que chaque jour, sans même que vous ne le sachiez, vos informations personnelles sont vendues en ligne. En fait, chaque mois vous transmettez vos données dans plein de situations différentes, par exemple lorsque vous créez un compte sur un site internet, que vous inscrivez à un jeu concours ou encore à une newsletter, et généralement dans les jours qui suivent votre inscription, eh bien vous commencez à recevoir des dizaines de spams de publicité en lien avec ce que vous recherchiez. Dans le même genre, vous recevez sans doute aussi chaque jour plusieurs appels indésirables pour vous proposer des primes bidons ou des services dont vous n'avez absolument pas besoin. Eh bien, c'est parce que quelqu'un a revendu vos informations personnelles à ces entreprises. Bon, il faut savoir qu'il existe en fait plusieurs centaines de courtiers en données qui accumulent vos informations pour les revendre ensuite, et la bonne nouvelle, c'est que vous avez le droit de demander à ces courtiers de supprimer toutes les données qu'ils ont à propos de vous, afin de protéger votre vie privée. Mais la mauvaise, c'est que si vous souhaitiez le faire vous-même une entreprise à la fois, eh bien ça vous prendrait un temps fou. Incogni, c'est un service qui se charge à votre place de demander aux sociétés de courtage de données de supprimer vos informations personnelles, et tout ça de manière complètement automatisée. Tout ce que vous avez à faire, c'est créer un compte sur Incogni, leur préciser quelles informations vous voulez voir supprimer, et vous pourrez ensuite retourner tranquillement à vos activités pendant qu'Incogni se charge du reste. Pour profiter de ce service, le lien est dans la description, et les 100 premières personnes qui utiliseront le code ESPACE bénéficieront d'une remise de 60% lors de leur inscription. Alors à vous de jouer, et maintenant place à l'actu, je vous souhaite un très bon journal de l'espace. La méthode de SpaceX est-elle finalement la bonne? 4 minutes après son décollage, la gigantesque fusée Starship a explosé en plein vol à 30 km d'altitude, et en regardant ces images spectaculaires d'un engin haut comme un immeuble de 7 étages s'élever dans le ciel puis disparaître dans une spectaculaire boule de feu, on se dit immédiatement que l'échec apparaît comme évident et que les équipes de SpaceX doivent être bien déçues. Seulement, nous avons ici affaire à une entreprise pas tout à fait comme les autres, que ce soit en termes de communication ou de stratégie. Elon Musk a su réinventer les règles du développement des fusées aux dépens des grandes sociétés historiques du spatial, et avec le recul, on sait que depuis le premier vol de la Falcon 9, sa première fusée, sa méthode divise, elle est parfois brutale mais diablement efficace. J'en veux pour preuve la mise au point de la Falcon 9, la seule fusée réutilisable au monde qui vole toutes les semaines avec une fiabilité qui doit faire bien des envieux, puisque statistiquement c'est désormais la plus fiable devant les fameuses fusées russes Soyouz. Chez SpaceX aussi, l'échec fait partie de la culture d'entreprise, c'est une façon comme une autre de progresser, d'apprendre et de parvenir à ses fins, un peu comme lorsqu'on apprend à marcher. Les prototypes fabriqués sont là pour tester et c'est là leur seule finalité. La méthode a été appliquée à la capsule Crew Dragon, une sorte d'Apollo moderne où les exigences en termes de sécurité étaient forcément très élevées puisqu'ici on transporte des humains où le droit à l'erreur n'existe pas. Le résultat, on le connaît tous, aujourd'hui SpaceX c'est la seule société américaine à être en mesure d'envoyer de manière régulière des équipages sur l'ISS, là où Boeing, société historique old school si je puis dire, est à la traîne avec sa capsule qui n'est toujours pas bonne pour le service. Mais revenons à l'explosion du Starship. En tant que prototype, il est allé assez haut et il a volé assez longtemps pour que SpaceX accumule suffisamment de données pour espérer corriger les problèmes rapidement, ils sont d'ailleurs connus pour leur réactivité légendaire. Mais je vous le disais, la NASA attend énormément de cette fusée géante pour aller sur la Lune avec une version spécialement adaptée à l'environnement lunaire, le Starship HLS, prévu pour 2026. Le calendrier est donc ultra tendu, pour ne pas dire intenable, et dans ce cas, oui on peut parler d'un échec car les performances ne sont pas au rendez-vous. Forcément, dit comme ça, on sent bien que ce n'est pas encore gagné, car cette fusée est très loin d'avoir le nombre de vols requis pour assurer la sécurité d'un équipage, et la patronne de SpaceX, Gwynne Shotwell, connue pour sa lucidité, l'affirme elle-même, Starship aura besoin d'une dizaine de vols pour démontrer sa fiabilité, ce qui entre nous est un minimum compte tenu qu'on ne sait pas encore si des systèmes de sauvetage sont prévus en cas d'avarie critique au cours du vol, comme c'est le cas sur la fusée lunaire SLS avec une tour de sauvetage équipée de petits moteurs fusées qui permettent d'éjecter la capsule Orion pendant la première phase du vol. Bon, malgré tout, il faut quand même éviter d'enterrer trop vite le Starship, car comme je vous le disais, la méthode Musk est risquée mais diablement efficace, puisque basée sur des prototypes faciles à construire et à remettre en vol. Alors certes, cela coûte cher au départ, puisqu'il faut prévoir plusieurs fusées d'avance, les stocker, les faire voler, et tout ça en sachant qu'elles seront peut-être détruites.
Mais tout cela est déjà prévu et surtout financé, car tout le talent de Musk c'est d'avoir inclus ce projet pharaonique dans un objectif beaucoup plus vaste qui fait rêver, révolutionner l'accès à l'espace et nous permettre de coloniser d'autres planètes. Bon, je vous laisse juger de la pertinence de cette vision, mais gardons à l'esprit qu'elle a le mérite d'exister et de motiver toute une entreprise et ses employés depuis plusieurs années maintenant. Ne perdons pas de vue aussi que l'on parle ici de la première fusée 100% réutilisable utilisant des technologies osées, comme par exemple l'utilisation de 33 moteurs pour le premier étage, et surtout jamais personne n'avait encore osé s'aventurer dans un projet aussi fou où sur le papier l'échec était quasi assuré. Pour finir, je dirais qu'à la place d'Elon Musk et de ses équipes, nous serions probablement très fiers d'avoir fait décoller ce monstre d'acier, effectuer un premier vol à haute altitude et récupérer un nombre important de données qui seront indispensables pour espérer refaire un prochain vol réussi. Pour le patron de SpaceX, je le disais, l'erreur est acceptable et c'est de cette façon que l'on apprend. Seul l'avenir maintenant nous dira si cette fusée révolutionnera le transport spatial ou si justement elle était peut-être un peu trop en avance pour son temps. En attendant, un retour en vol est annoncé par le grand patron dans 2 mois, forcément en temps muskien comme nous en avons désormais l'habitude depuis de nombreuses années. D'ailleurs tiens, j'aimerais bien savoir si, selon vous, 2 mois seront suffisants pour remettre en état le pas de tir et remettre en vol ce monstre d'acier. Dans les news cette semaine, la mission de retour d'échantillons martiens Mars Sample Return va nécessiter une rallonge budgétaire conséquente d'environ 250 millions de dollars. C'est la mauvaise nouvelle qu'a annoncé au Sénat l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, le 18 avril. Afin de pouvoir financer Mars Sample Return, la NASA n'a pas d'autre choix que de repousser le développement de plusieurs missions scientifiques, et parmi elles, celle du drone volant Dragonfly qui doit explorer le satellite de Saturne, Titan. Selon Bill Nelson, le lancement de cette mission emblématique est toujours prévu en 2027, mais ce n'est qu'en fin d'année que l'on connaîtra l'impact réel des coupures budgétaires. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas de miracle. Mardi soir vers 19h, nous avons aussi appris que l'atterrisseur lunaire japonais Hakuto Air avait échoué dans sa mission. La société iSpace, qui est la conceptrice de l'engin, a indiqué avoir reçu des données jusqu'à l'atterrissage, mais malheureusement le contact a été rompu juste après. D'après les dernières informations qui restent à confirmer et la télémétrie, l'engin aurait ralenti progressivement, mais à 80 mètres du sol, la vitesse de descente a subitement augmenté jusqu'à la perte du signal. Un manque de carburant semble être ici le plus probable, c'est vraiment dommage si proche du but. Bon, malgré l'échec de cette mission, le fondateur et dirigeant de l'entreprise, Takeshi Akamada, a qualifié ce vol d'historique, bien que le sort ne leur ait pas été favorable. La Lune, comme vous le voyez, ne se laisse pas approcher si facilement. Outre les atterrissages réussis du siècle dernier par les Américains et les Russes, cet échec du Japon cette semaine était la 6e tentative d'alunissage depuis les années 2000. 3 ont été réussis par la Chine en 2013, 2019 et 2020, mais nous avons eu aussi l'échec de l'Inde et un échec d'Israël en 2019. Se poser à la surface de notre satellite reste donc encore une sacrée prouesse, et l'absence d'atmosphère sur la Lune y est peut-être pour quelque chose. Et oui, contrairement à la Terre ou même Mars, dans une moindre mesure, l'atmosphère aide au freinage du vaisseau en altitude, avec les frottements qui transforment la vitesse en chaleur. Une fois ralenti, c'est toujours cette même atmosphère qui permet l'emploi de simples parachutes pour se poser. Mais sur la Lune, sans ce moyen naturel pour ralentir, il faut alors utiliser des propulseurs, parfois plus capricieux ou sujets à des avaries, qu'il faudra piloter très finement pour arriver à une vitesse suffisamment faible et parfaitement stabilisée, afin de ne pas endommager le matériel. Ce sont d'ailleurs ces moteurs que l'on voit sur cette représentation de l'atterrisseur au cours de sa tentative, mais on ne sait pas encore si c'est à cause d'eux que le vaisseau s'est écrasé, ou si cela venait d'autres choses comme par exemple l'avionique, ou pourquoi pas même une centrale inertielle montée à l'envers comme on en parlait il y a 10 jours. Bon, ça reste bien sûr peu probable. Je rappelle que iSpace, c'est une start-up japonaise fondée en 2010 qui a pour vocation de progresser dans l'exploration spatiale et notamment autour de la Lune. En 2014, l'entreprise s'est lancée dans le Google Lunar X Challenge, un concours financé par le géant du web pour développer une solution permettant de se poser sur la Lune. Dans l'actu cette semaine, on vient aussi d'apprendre que la Chine avait fait don d'1,5 g de roches lunaires à la France, collectées lors de la mission Chang'e 5. Ça peut paraître peu, mais c'est largement suffisant pour effectuer de nombreuses analyses. Je vous rappelle que cette mission avait réussi à ramener sur Terre 1731 grammes d'échantillons, dont la particularité est d'être bien plus jeune, géologiquement parlant, que ceux ramenés par le programme Apollo. Toujours dans l'espace, voilà une histoire qui n'est pas commune. En effet, dans la nuit de mardi à mercredi, lors d'une sortie extravéhiculaire autour de l'ISS, 2 cosmonautes russes ont entendu dans leur casque un chauffeur de taxi argentin. Cette petite interférence qui n'a duré que 3 secondes montre cependant l'un des plus gros problèmes de la NASA. Les fréquences utilisées pour communiquer avec leurs astronautes ne sont pas illimitées.
En clair, certaines des fréquences utilisées par la NASA le sont aussi visiblement par d'autres personnes. Il sera quasiment impossible de remonter la trace de ce chauffeur argentin afin de savoir pourquoi il utilisait une des fréquences de la NASA pour communiquer avec l'ISS. La Station Spatiale Internationale communique avec la Terre via le signal VHF ou UHF en fonction de l'origine des communications, qui peuvent être américaines ou russes. La sonde spatiale martienne Hope des Émirats Arabes Unis, qui orbite maintenant depuis 2 ans autour de la planète rouge, a observé sa petite lune Deimos avec une précision inégalée, ce qui apporte un éclairage nouveau sur les origines de ce mystérieux satellite de Mars. Pour réaliser ce cliché, le petit engin s'est approché à moins de 110 km de Deimos, un corps rocheux irrégulier d'à peine 12 km en forme de haricot, qui, avec son compagnon plus gros Phobos, est l'une des 2 lunes de Mars. C'est la première fois depuis la mission martienne Viking en 1977 qu'un engin spatial survole de si près ce satellite naturel rarement observé, comme l'ont souligné lundi les responsables de la mission Mars des Émirats. Déjà détenteur du record mondial d'altitude pour une fusée à propulsion hybride construite par des étudiants, un club de l'université de Stuttgart vient de doubler la mise. Ce petit club a été créé en juin 2006 et en 2016 ils avaient déjà réussi à atteindre l'altitude incroyable de 32,3 km. Pour battre leur propre record, il leur a fallu concevoir une toute nouvelle fusée à 2 étages de presque 8 mètres de longueur. Elle carbure désormais au protoxyde d'azote couplé à un tout nouveau carburant non toxique et stockable à température ambiante dont la composition est encore tenue secrète. Le protoxyde d'azote, c'est un gaz ininflammable et surtout c'est l'un des meilleurs carburants qui existent car il accélère la combustion et permet donc d'obtenir encore plus de puissance. Car de la puissance il en faut et pour ça les étudiants ont développé un moteur très simple et fiable qui ne nécessite aucune pompe et qui fournit une poussée d'environ 1 tonne dans sa version la plus puissante. Le 18 avril, l'engin qui fait partie des fusées hybrides les plus avancées au monde a atteint l'altitude de 64 km, une performance juste incroyable, sans oublier que leurs 2 étages sont également récupérables par un système de parachute, ce qui permet aux étudiants de vérifier l'état des composants après le vol et éventuellement les améliorer pour aller toujours plus haut. En tout cas, chapeau bas pour cette performance, et j'en profite pour passer un petit message à tous ceux qui construisent justement ce type de mini-fusée. Je serais très intéressé pour assister à ce type de lancement, sachant que j'habite dans le nord de la France, donc n'hésitez pas si vous êtes dans ce coin-là. Francis Rocard, le responsable des opérations d'exploration du système solaire du CNES, que nous avions eu le plaisir de recevoir en interview l'an dernier, rappelle que la NASA a choisi le vaisseau Starship pour effectuer son retour sur la Lune et détaille l'architecture très complexe de la mission envisagée. La première étape, je vous le rappelle, c'est d'envoyer en orbite terrestre un premier vaisseau Starship qui servira de citerne et qu'il faudra remplir de carburant en orbite. Ce refueling, ce ravitaillement inédit, pourrait s'avérer complexe, d'autant qu'il s'agit de gaz cryogéniques comme l'oxygène et le méthane liquide, et il faudra compter 7 à 8 voyages d'un autre vaisseau Starship pour remplir la citerne orbitale. Une fois rempli, le Starship habitable pourra partir sans astronaute à bord et faire le plein en orbite terrestre avant de se diriger vers la Lune. C'est alors qu'à ce moment-là que la NASA lancera la capsule habitée Orion avec sa fusée SLS afin de s'amarrer au Starship en orbite lunaire. En résumé, les astronautes passeront dans le vaisseau de SpaceX, feront leur aller-retour sur la Lune, puis rentreront sur Terre à bord de la capsule Orion. Mais avant d'en arriver là, vous le savez, il faudra que SpaceX ait aussi réussi chacune de ces étapes à vide, et il reste encore beaucoup de chemin à parcourir comme on a pu le voir cette semaine. Pour Francis Rocard, ce premier lancement raté n'est que le tout début de l'histoire, et l'objectif de poser des hommes sur la Lune en 2025 ou en 2026 paraît très optimiste, pour ne pas dire irréaliste. Cette semaine, on a aussi appris que Thomas Pesquet possède désormais sa propre entreprise. L'astronaute français a créé sa société commerciale Arcturus, s'inspirant du nom d'une étoile visible dans la constellation du Bouvier. Elle sera chargée de la gestion de son image, de ses participations à des conférences ou encore de la production d'œuvres audiovisuelles, photographiques ou littéraires. On se souvient notamment de toutes les magnifiques photos qu'il a prises de la Terre depuis l'ISS lors de ses 2 missions dans l'espace. Elle gérera également d'éventuelles prestations de services réalisées par Thomas Pesquet dans le secteur spatial ou aéronautique, et comme je trouve que Thomas Pesquet est très actif sur les réseaux en ce moment, je serais pas étonné qu'il démarre une chaîne YouTube lui aussi. Merci d'avoir suivi l'actualité spatiale avec moi, n'oubliez pas le traditionnel pouce de YouTube, et merci à Incogni d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Vous retrouverez les détails de l'offre dans la description. On se retrouve la semaine prochaine avec les 3 émissions habituelles du Journal de l'espace. Ciao les terriens!